Il avait 21 ans quand il a fait irruption dans un bureau de poste avec un pistolet en plastique à la main et est reparti avec 26 livres sterling en poche. Le juge lui a donné 7 ans. Mais il est derrière les barreaux depuis 50 ans. Et il y est toujours. Pendant tout ce temps, il a fait des choses qui défient l'entendement. À 11 reprises, il a pris en otage des codétenus et des gardiens de prison, exigeant en échange des hélicoptères et des sandwichs au fromage. Il ne cessait de se battre avec les surveillants et a même battu le record de la prison aux pompes, 1727 répétitions en 1 heure. C'est là-bas qu'il a commencé à écrire des livres et à peindre des tableaux vendus dans des magasins à travers tout le pays. Les médias britanniques l'ont surnommé le détenu le plus dangereux de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un homme légendaire prénommé Michael Peterson, plus connu sous le nom de Charles Bronson. Avant de commencer, je vous demande de mettre un pouce bleu en avance et de vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de nous remercier pour notre travail. Installez-vous confortablement. On commence. Michael Gordon Peterson est né le 6 décembre 1952 à Abertillery, une petite ville du sud du pays de Galles. Son père, Joe Peterson, était ouvrier polyvalent. Sa mère, Hilda, était femme au foyer. Une famille ouvrière tout à fait ordinaire pour la Grande-Bretagne d'après-guerre. Quand Michael avait quelques années, les Peterson ont déménagé à Luton, une ville industrielle à 1 heure au nord de Londres. Le Luton de cette époque, c'était des cheminées d'usines, des rues étroites, un pub à chaque coin de rue et une classe ouvrière qui vivait d'un salaire à l'autre. Pas le pire endroit du monde, mais pas le meilleur non plus. L'enfance de Michael n'a pas été marquée par les traumatismes évidents qu'on cite habituellement dans les biographies de criminels. Aucune trace documentée de maltraitance familiale. Aucune violence manifeste à la maison. Pourtant, le garçon était difficile. Ses instituteurs le décrivaient dès comme hyperactif, incontrôlable, avec un tempérament explosif. Il se battait. Non pas parce qu'on le provoquait, il se battait parce que ça lui plaisait. Dès son jeune âge apparaissait déjà ce trait que les psychologues allaient décrire dans son profil encore et encore pendant des décennies. Une agressivité impulsive qui n'avait besoin d'aucune cause extérieure. Il s'est très tôt trouvé une idole dans le monde criminel. Vers l'âge de 12 ans, il fut profondément marqué par la célèbre attaque du train postal Glasgow-Londres de 1963, quand le gang de Bruce Reynolds avait dérobé plus de 2 millions de livres sterling. L'audace des braqueurs le fascinait et, selon ses propres souvenirs, c'est à ce moment-là qu'il décida qu'il deviendrait lui aussi un criminel. Adolescent, il a commencé à fréquenter des bandes de rue, à participer à de petits vols, à se mêler à des bagarres. Des centaines de garçons comme lui ont emprunté le même chemin et en sont sortis sans franchir la ligne. Pas lui. Le Luton des premières décennies d'après-guerre était un endroit où l'identité masculine se construisait sur la force physique, la dureté et la capacité à se défendre. Les garçons qui se battaient en bien étaient vantés respectés, ceux qui ne se battaient pas, non. Michael se battait bien, très bien. Et ce fut son premier succès social. Le seul langage avec lequel le monde était prêt à l'écouter. Dans sa jeunesse, il s'est mis à la boxe. C'est peut-être le seul épisode lumineux de sa biographie précoce. La boxe lui a donné de la force, de la discipline, et c'est là qu'il déversait toute son agressivité. Selon certains témoignages, il s'entraînait avec une dévotion totale et beaucoup voyaient en lui un talent. Mais la carrière sportive n'a jamais décollé. Au début des années 70, il avait déjà plusieurs passages au commissariat à son actif. Comme si quelque chose le tirait vers la prison. Le 26 novembre 1974, à 21 ans, Michael a braqué un bureau de poste. Il a utilisé un pistolet, apparemment en plastique, et est reparti avec 26 livres sterling en poche. 26 livres. À peu près le prix de 2 sacs de courses au supermarché britannique. Pour cette somme, il a écopé de 7 ans de prison. En 1974, Michael Peterson est entré à la prison de Risley. Il était jeune, physiquement puissant, agressif et totalement incapable de se soumettre. Dès les premières semaines, il a commencé à entrer en conflit avec les gardiens. La hiérarchie carcérale, humiliante et brutale, ne lui inspirait pas la peur. Elle lui inspirait la fureur. Il frappait, on le frappait, et ainsi de suite. Les premiers mois de détention ont montré clairement que l'environnement carcéral standard ne fonctionnait pas sur lui comme sur la plupart des détenus. Les menaces ne l'arrêtaient pas, elles le provoquaient. Les affrontements avec les gardiens ne faisaient qu'alimenter le feu. Chaque coup de matraque, chaque mise au fer,
chaque cellule d'isolement ne le brisait un pas. Il l'endurcissait. La direction de la prison ne savait pas quoi faire de cet homme. La solution qu'elle a choisie était la plus simple et la plus catastrophique. Ils ont commencé à l'enfermer en isolement pour de longues périodes. La prison a aussi détruit sa vie personnelle. Au moment de sa première arrestation, Michael avait une famille, sa femme, Irène, et un petit garçon, Michael. Peu après, sa femme lui a envoyé les papiers du divorce directement en cellule. Le gardien qui a remis l'enveloppe à Bronson a décidé d'en profiter, a souri avec un air narquois et a dit « Même votre femme vous a tourné le dos ». Pour ces mots, Michael lui a immédiatement cassé la mâchoire. Son fils, après cet incident, il ne l'a pas vu pendant 23 ans. D'ici 1975, il avait déjà accumulé plusieurs inculpations supplémentaires, coups et blessures sur des gardiens, dégradation de biens. En 1987, il a été libéré pour une courte période. Il est retourné à Luton, qu'il considérait comme sa ville natale. Dès les premiers jours dehors, il s'est lancé dans tous les excès. Il a d'abord acheté un pistolet à eau qui imitait à la perfection un vrai revolver Magnum, s'est approché du conducteur d'une Mercedes au hasard et l'a forcé à le conduire à Luton. Pendant tout le trajet, il exigeait que le conducteur écoute une cassette du groupe U2, reconnaissant plus tard que cette balade avec sa musique préférée avait été la meilleure chose qu'il ait vécue depuis des années. À la même époque, il gagnait sa vie comme combattant dans des combats clandestins sans règles. L'entraîneur avec lequel Michael avait pratiqué la boxe en prison lui a proposé de prendre un nom de scène pour les combats. Le nom a été choisi en hommage à un célèbre acteur hollywoodien, Charles Bronson, symbole de la virilité indomptable, qui dans des films comme Le Justicier dans la ville jouait des solitaires en guerre contre le système. Les combats clandestins rapportaient de l'argent, mais Michael s'est vite lassé de taper sur les gens pour des clopinettes. On lui a alors proposé un contrat fou, 10 000 livres pour un combat contre un Rottweiler de combat. Bronson a gagné, même s'il avouait plus tard haïr sincèrement cet épisode, car en réalité, il aimait beaucoup les animaux. Durant cette même période de liberté, il a failli en venir aux mains avec le célèbre Lenny McLean, future star du milieu londonien et interprète du rôle de Barry le Baptiste dans le film culte Arnaque, crimes et botanique. Mais il n'est resté en liberté que 69 jours avant d'être à nouveau arrêté, cette fois pour le braquage d'une bijouterie afin d'offrir une bague à une de ses connaissances. Après la deuxième incarcération, le nom de Michael Patterson Bronson est devenu largement connu, faisant de lui l'une des figures les plus sombres et controversées de son époque. Tout au long des années 80, Bronson est passé par un nombre incroyable d'établissements pénitentiaires. La prison de Parkhurst, sur l'île de Wight, l'une des plus anciennes et des plus sévères prisons britanniques. La prison de Long Lartin, la prison de Garth, la prison de Wakefield, surnommée par les gens le repère des monstres, un établissement pour les détenus les plus dangereux du pays. Il est passé par des dizaines d'endroits. Selon diverses estimations, en 50 ans, il a été transféré plus de 120 fois, d'établissement en établissement, de ville en ville, de cellule en cellule. À un moment, les mesures de sécurité ont atteint leur paroxysme. Bronson a été enfermé dans ce qu'on appelait la cage d'Hannibal, une cellule spécialement renforcée où avait autrefois séjourné Robert Maudsley, l'un des assassins les plus dangereux de l'histoire britannique. Ce transit permanent était en partie une punition, en partie un moyen d'empêcher Bronson de s'enraciner quelque part, en partie une tentative de trouver un établissement capable de le gérer. Mais plus Bronson restait incarcéré, plus une question s'imposait avec insistance. Qui était-il vraiment? Un criminel extrêmement agressif et rien de plus. Un homme atteint de troubles mentaux, ou le produit du système carcéral lui-même, qu'il avait brisé pendant des décennies tout en le rendant célèbre? Même les spécialistes n'avaient pas de réponse. Au fil des années d'incarcération, Bronson a été examiné par des dizaines de psychiatres. Certains le qualifiaient de psychopathe classique, un homme incapable de contrôler son agressivité, qui tirait du plaisir du pouvoir sur les autres. D'autres affirmaient qu'il n'était pas fou du tout, bien au contraire. Il savait très bien ce qu'il faisait. Selon eux, bon nombre de ces frasques étaient un spectacle soigneusement mis en scène, un moyen de forcer le système à ne regarder que lui. Bronson lui-même a toujours nié être fou. Il disait « Je ne suis pas un dingue, je suis juste très en colère ». Le problème, c'est qu'après des décennies d'isolement, la frontière entre l'homme et le personnage qu'il avait construit en prison avait commencé à se brouiller. Son casier judiciaire en prison est marqué par de nombreux actes de violence,
notamment 11 prises d'otages distinctes. Chaque épisode est une histoire à part entière, et dans chacune, il y a quelque chose d'absurdement théâtral. Comme s'il le faisait exprès pour qu'on parle de lui. Agression sur les gardiens, nez cassé, côte fracturée, gardiens assommés. Démolition de cellules, matelas réduits en lambeaux, lavabo arraché des murs, cuvettes de toilette soulevées au-dessus de la tête et lancées contre la porte. En 1985, il a organisé une protestation de 3 jours sur le toit de la prison. Elle n'a pris fin qu'après que les autorités lui ont promis un sandwich au fromage. En 1992, en détention provisoire après sa libération, Bronson a pris en otage le bibliothécaire de la prison. D'après le Yorkshire Evening Post, il a exigé de la police 3 choses. Un hélicoptère, une poupée gonflable et une tasse de thé. En 1993, il a pris en otage le directeur adjoint de la prison de Hull. Puis en 1998, il a séquestré 3 personnes, 2 terroristes irakiens, auteurs d'un détournement d'avion, et un autre détenu. Tout a commencé parce que l'un des Irakiens l'avait bousculé par inadvertance au réfectoire sans s'excuser. En plus d'exiger que les otages lui chatouillent les pieds et l'appellent « général », la liste de ses revendications aux autorités était à la fois d'une précision chirurgicale et d'un grotesque total. Un hélicoptère pour l'aéroport de Heathrow, un avion de ligne pour la Libye, 2 pistolets mitrailleurs Uzi, 5000 cartouches, une hache et, pour une raison inconnue, des costumes élégants pour tous les participants à l'incident. En 1994, à la prison de Woodhill, il a pris un gardien en otage. Cette fois, les exigences étaient un peu moins farfelues. Un matelas gonflable, une télévision et du chocolat, en plus de l'hélicoptère, bien sûr. Les négociations ont fonctionné, l'otage a été libéré et Bronson a écopé d'une peine supplémentaire. En 1999, Phil Danielson, un enseignant civil chargé de programmes éducatifs, a critiqué l'un des dessins de Bronson, ce qui a conduit ce dernier à le prendre en otage lors d'un siège qui a duré 44 heures. C'est précisément après cette frasque que Bronson a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais sa révolte théâtrale, la plus célèbre, s'était produite plus tôt, à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. Au début des années 80, Bronson est monté 2 fois sur le toit de l'établissement. L'une de ses protestations a duré 3 jours. Il arrachait les tuiles, cassait tout ce qui se trouvait à sa portée et a causé des dégâts estimés à environ 250 000 livres sterling. C'est finalement ses propres proches qui l'ont convaincu de descendre. Il a ensuite organisé une autre protestation sur le toit, cette fois pour exiger son transfert dans une prison ordinaire. Pourtant, derrière le masque du combattant indomptable se cachait une psyché profondément ébranlée. La prison le rongeait de l'intérieur lentement mais sûrement. L'épisode avec un avocat inconnu qui le remplaçait temporairement s'est révélé particulièrement révélateur. À ce moment-là, Bronson a été saisi d'une violente attaque de panique. Sous l'emprise de la crise, il s'est enfermé dans la pièce, a pris l'avocat en otage, l'a ligoté avec sa cravate et ses lacets, menaçant de lui transpercer le crâne avec un stylo. Mais au bout de 30 minutes seulement, il a pris conscience de l'absurdité et de la sauvagerie de la situation. Il a détaché l'avocat, l'a laissé partir, est retourné dans sa cellule et a tout simplement fondu en larmes. Son comportement envers les otages prenait parfois un caractère totalement paradoxal. Par exemple, après avoir frappé un otage avec un plateau en métal lors d'un incident, Bronson a soudainement été pris de remords et l'a forcé à le frapper à son tour 4 fois. Pour que ce soit juste. Un point important. Aucun des otages n'a été tué. Aucun n'a subi de préjudice physique irréparable. Pour garder la tête hors de l'eau, Bronson était littéralement obsédé par sa condition physique. Dans des conditions qui détruisent la plupart des gens psychologiquement et physiquement, il a fait de son corps un manifeste. Il est connu pour sa force exceptionnelle et a établi de nombreux records en prison, comme 1727 pompes en 1 heure. Bronson a mis au point son propre programme d'entraînement qu'il pratiquait dans l'espace minuscule de sa cellule d'isolement. Pompes, squats, exercices au poids du corps. En plus de l'exercice, il écrivait des livres. L'un d'eux, Fitness en cellule d'isolement, raconte son parcours de culturiste en prison. Ce livre s'est révélé étonnamment pratique et a trouvé son public parmi les personnes qui s'entraînent chez elles. Vers le milieu des années 90, les surveillants de la prison de Wakefield ont fait quelque chose qui a changé la vie de Bronson de façon inattendue. Ils lui ont proposé d'essayer le dessin. Le style de ses œuvres est reconnaissable entre tous. Des tableaux vifs, grotesques, naïfs dans le meilleur sens du terme.
On y trouve beaucoup d'humour, d'autodérision et de fantaisie sombre. Les autoportraits y sont fréquents, un homme moustachu et musclé dans des situations absurdes. En 2014, la vente de 200 de ses œuvres aux enchères a rapporté plus de 30 000 livres sterling. Bronson lui-même parlait du dessin comme d'un salut. « Quand je dessine, je ne suis pas en prison. Je suis ailleurs. » Le film a reçu d'excellentes critiques, a trouvé un public international et a fait connaître le nom de Bronson bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Bronson lui-même a regardé des interviews sur le film à la télévision depuis sa cellule et, selon les témoignages, était ravi de la façon dont Hardy l'avait représenté. En 2008 est sorti le film biographique Bronson, réalisé par Nicolas Winding Refn. Le rôle principal a été tenu par Tom Hardy, qui est devenu par la suite l'un des acteurs les plus demandés d'Hollywood. Il a créé un personnage qui dépasse la réalité. Le Bronson de Hardy est à la fois une bête et un clown. Pour se préparer au tournage, Tom Hardy a beaucoup échangé avec lui par téléphone. Bronson a été tellement impressionné par le respect et l'investissement de l'acteur qu'il a fait un geste très personnel. Il s'est spécialement rasé sa célèbre moustache et l'a envoyé à Hardy par la poste pour qu'il l'utilise sur le tournage. Bronson a également eu l'occasion de rencontrer les non moins célèbres gangsters londoniens, les frères Kray, dont les noms sont depuis longtemps entrés dans la légende criminelle britannique. En leur temps, ils tenaient des clubs, contrôlaient les affaires à Londres et étaient de véritables parrains du milieu. Ils ont été arrêtés en 1968 et condamnés à perpétuité pour meurtre en 1969. Bronson affirmait plus tard voir en eux la vieille école, des gangsters, des hommes avec un code d'honneur, du charisme et de l'influence. Dans ses mémoires intitulées « Les Kray et moi », il écrivait qu'il était devenu l'ami proche des deux frères et avait gardé le contact avec eux pendant des décennies. Son lien avec Ronnie Kray était particulièrement étroit. Ronnie, qui souffrait de graves troubles mentaux avec un diagnostic de schizophrénie paranoïde, avait passé la majeure partie de sa peine à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor. Bronson s'y est lui aussi retrouvé plus tard, et c'est là qu'ils se sont croisés. Selon Bronson, Ronnie le traitait presque comme un camarade plus jeune, appréciant sa force et sa réputation. Il a passé la majeure partie des 2 premières décennies des années 2000 en isolement, entre prisons de haute sécurité et établissements psychiatriques. Pourtant, peu à peu, son image a commencé à changer. Au lieu des bagarres sans fin, Bronson se consacrait de plus en plus au dessin, écrivait des poèmes et vendait des tableaux. Il a même officiellement changé son nom de famille en Salvador, en hommage au peintre Salvador Dali. Au début des années 2020, la question principale le concernant a commencé à sonner différemment. Non plus « qu'est-ce qu'il a encore fait ?», mais peut-on seulement envisager de le libérer ? En 2023, Bronson a participé pour la première fois à une audience publique de la Commission de libération conditionnelle, l'une des premières audiences ouvertes de ce type en Grande-Bretagne. Il a affirmé être désormais presque un ange, rêver de simplement marcher dans l'herbe et ne plus vouloir de violence. La commission a toutefois estimé qu'il était encore trop tôt pour le libérer. Malgré l'amélioration de son comportement, les autorités le considèrent comme potentiellement dangereux. Certains avocats et anciens agents pénitentiaires ont déclaré qu'il était devenu tellement dépendant de l'institution qu'il avait tout simplement oublié comment vivre dehors. L'un de ces avocats comparait Bronson à un homme qui, après un demi-siècle derrière les barreaux, devrait réapprendre les choses les plus élémentaires, comment utiliser l'argent, comment se repérer en ville et comment traverser une rue. Bronson a aujourd'hui plus de 70 ans. Ces dernières années s'écoulent entre de nouvelles tentatives d'obtenir une libération conditionnelle, des interviews accordées par courrier à des journalistes et des conversations sur sa réhabilitation. Il insiste sur le fait qu'il a changé depuis longtemps, qu'il se consacre à l'art et qu'il veut sortir. Ne serait-ce que pour vivre, même brièvement, une vie humaine normale. Et c'est ici que nous nous arrêtons. Dites-nous dans les commentaires, méritait-il selon vous de passer autant d'années derrière les barreaux ? Un pouce bleu si vous avez regardé jusqu'au bout, ça compte vraiment pour nous. Et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.